Voilà, c'est parti. Bien. Mes lunettes sont là. Donc, ouais. Bon, donc on va aborder quelques notions concernant le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on travaille, nous, sur le stress. D'accord ? Et il y a un lien avec le cerveau. Et déjà, comprendre comment fonctionne le cerveau, ça nous permet de comprendre, nous, comment on travaille et à quoi ça sert ce qu'on fait. Voilà. Une espèce de cadre de compréhension. Moi, je veux dire que le type de kinésio qu'on fait, donc c'est la kinésiologie libre quantique, c'est en quelque sorte des neurosciences appliquées. Quand je lis des articles de neurosciences, des trucs comme ça, là, je trouve ça super intéressant. Et je me dis, mais c'est génial, parce que nous, c'est ce qu'on fait, sauf que nous, c'est appliqué. On ne comprend pas bien ce qu'on fait nécessairement, on n'est peut-être pas des pros du cerveau, mais concrètement, il y a un truc qui change chez la personne. On fait bouger les choses, c'est incroyable. Donc c'est appliqué, c'est ça qui est intéressant. Donc il y a ceux qui cherchent du point de vue de la théorie, et puis ils transmettent l'information, et ils mettent à disposition cette connaissance, et en parallèle se développent des pratiques qui, elles, vont mettre en application. Voilà. Donc c'est important de comprendre le fonctionnement du cerveau. Alors évidemment, je vais faire une présentation à ma sauce, vulgarisée, on va dire. Donc pour commencer, notre cerveau, il est structuré en 4 parties, 4 zones. On a 3 cerveaux en un, ou même 4 cerveaux en un, du coup, si on considère qu'il y en a 4. Alors moi, je considère qu'il y en a 4 cerveaux qui racontent l'histoire de l'évolution, finalement, de la vie sur Terre. Puisqu'on commence avec un cerveau qu'on appelle le reptilien. Comme un cerveau de dinosaure, on va dire, un cerveau de reptile. Alors ce cerveau reptilien, donc c'est notre système nerveux central. Et donc son boulot à lui, c'est d'assurer l'homéostasie. Il s'occupe de notre survie dans le corps. C'est tout le système nerveux central, gestion des hormones, des trucs comme ça. J'ai pas besoin de penser à respirer, c'est automatique. Je vous montrais hier, ou avant-hier, je sais plus, je me mets sur un pied, une jambe en l'air, je danse. C'est un énorme calculateur qui se passe. Et tout ça, c'est son travail. C'est un cerveau qu'on appelle archaïque, qui est très vieux, et automatique, parce que j'ai pas la main sur lui. Si j'essaie de m'empêcher de respirer, ça va pas marcher. Ma main va s'enlever à un moment donné, parce que c'est un cerveau de la survie. Les cerveaux archaïques sont des cerveaux de la survie, donc mon reptilien, c'est un cerveau de la survie. Et il est vachement plus fort que mon cortex. C'est mon cortex qui décide que je mette ma main sur ma bouche comme ça. Tiens, je vais m'empêcher de respirer. Je vais compter combien de temps je peux tenir sans respirer. Mais à un moment donné, c'est pas mon cortex qui va décider d'enlever la main, c'est le reptilien. Là, arrête tes conneries, là, faut qu'on respire. Donc c'est un cerveau extrêmement puissant, extrêmement incroyable, mais on ne le maîtrise pas. C'est automatique, et tant mieux si on ne maîtrise pas, sinon ce serait la cagade. Si ça devait passer par notre cortex, ce serait la merde totale. C'est sur pilote automatique en permanence. C'est une intelligence extraordinaire et complètement autonome. Il va beaucoup nous intéresser, lui, avec son petit pote, le limbique. Donc le deuxième cerveau archaïque automatique, cerveau mammifère, le limbique, cerveau des émotions. Si le boulot du reptilien, c'est de maintenir la survie dans mon corps, de maintenir l'homéostasie, de faire en sorte que je respire, eh bien, que je respire, que le système sanguin, tout ça, ça va bien, les différentes glandes, tout ça, c'est bien harmonisé. Alors, sachant que les organes ont aussi des fonctionnements plus ou moins autonomes. Je ne suis pas spécialiste du truc, mais enfin, il y a ça aussi. C'est pas que le cerveau qui pilote tout le système.
Le limbique, lui, il assure ma survie dans mon environnement. Son travail, c'est ça. Donc c'est aussi un cerveau de la survie. Et lui, c'est lui qui va libérer les émotions. Les émotions, elles sont en lien avec notre cerveau limbique. C'est un cerveau émotionnel. C'est-à-dire, il va me faire interagir avec mon environnement. Il va me faire me mettre en adéquation avec mon environnement. C'est comme mon intermédiaire entre l'environnement et moi. Est-ce que mon environnement, il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien? Quand je me sens bien, j'ai des émotions agréables. Quand je me sens pas bien dans mon environnement, je vais y avoir des émotions pas agréables. Et quand j'ai des émotions désagréables, ça va enclencher un certain nombre de choses. Je suis en train de mettre le bazar dans mon classeur là. J'ai un problème avec mes anneaux de classeur. En fait, j'ai besoin de tout ça. Donc ça, c'est notre deuxième cerveau. Je brosse rapidement les trucs de cerveau, puis après on reviendra sur certaines choses. Donc mon limbique est aussi un cerveau automatique, archaïque. Archaïque, ancien, automatique. Parce que parfois je m'en aperçois, hein, quand j'ai une peur, c'est pas rationnel et pourtant j'ai cette peur. J'ai peur des araignées, par exemple. Hein, les gens qui ont peur des insectes, des araignées. J'ai peur d'araignée. Putain, t'as vu la taille de ton araignée, elle est grotesque, elle est toute petite, c'est énorme, tu vas l'écraser en 2 temps 3 mouvements et pourtant t'as peur. J'ai peur des serpents, j'aime bien celle-ci. On a peur des serpents en France. On a peur des serpents et des vipères. Vous savez le nombre de gens qui meurent d'une morsure de vipère par an, c'est 0,2. Je vous dis pas le nombre de vipères qui sont tuées par des humains, hein, ou de couleuvres ou autres. Mais pourtant on a peur des serpents. C'est une peur viscérale, c'est une peur ancestrale, c'est une peur. On ne sait pas d'où ça vient, c'est la peur de lointain, hein, de préhistoire. On a peur des serpents, comme les furets. Nous, on avait un furet. Les furets, ils ont peur des oiseaux. Ils ont peur, y compris du moineau, parce que pour eux, le prédateur principal, il vient du ciel. C'est une buse, c'est un rapace. Alors, ils sont terrifiés dès qu'il y a un piaf qui passe au-dessus d'eux. Peu importe le piaf. Nous, on est pareil. Hein. On a le même cerveau limbique, en gros, hein, à peu près. Hein. On va avoir les mêmes peurs. C'est pas rationnel. Mais c'est plus fort que nous. Quand on voit un serpent, si je me retourne et que là, il y a un gros truc derrière moi, même si j'adore les serpents, je vais quand même faire un petit bond. Hein. Je vais faire... Bon, normal. Mon cerveau est programmé pour me faire réagir et me mettre en mode vigilance. Mon cerveau limbique, son boulot, c'est d'assurer ma survie dans mon environnement. Alors il va utiliser effectivement les émotions pour me faire interagir et pour m'avertir et pour m'alerter. Et au sein de ce cerveau limbique, il y a le processus de stress qui est inhérent à ce fonctionnement rectilien limbique. Je reviendrai après sur le stress. Je continue juste la structure du cerveau. Donc après, on a le cortex. Cortex en 2 zones, hémisphère gauche et hémisphère droit. Globalement, chaque zone de cortex a des fonctions particulières, mais il y a énormément de zones, il y a énormément de fonctions. On sait que si jamais je me pète le bras droit et que je suis droitier, mon cerveau va être capable de réapprendre à écrire avec le bras gauche. Donc il y a beaucoup de zones, ils sont aperçus de ça. Je crois que c'est dès le 19e siècle, il y a eu un truc qui les a bluffés, un mec qui avait pris une barre de fer dans le cerveau, quoi, donc ça avait détruit une partie de ce cerveau. Et pourtant, il a été capable de refaire certaines fonctions qu'il pensait être vraiment attribuées à cette zone-là du cerveau. Ils sont aperçus que le cerveau était capable de reconstituer une zone et de réapprendre sur une zone qui n'était pas a priori dédiée à cette capacité-là,
Et ça, ils se sont dit, waouh, en fait, on a la capacité, a priori, en théorie, parfois, de pouvoir recréer une zone où la capacité, cette capacité-là, sur une autre zone, que celle qu'on pensait être la seule et unique zone du langage, du je sais pas quoi, enfin voilà. Pour autant, quand les gens font des AVC, souvent ils perdent des capacités, parfois ils en retrouvent, voilà, et puis parfois il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à refaire. Donc ça reste toujours la notion de capacité. La théorie et la mise en application de la théorie, il y a toujours une perte. Là, une zone d'ombre, on ne sait pas pourquoi pour certains ça fonctionne et pourquoi pour d'autres on n'a pas les mêmes capacités, puis on sait des secrets encore qu'on ne connaît pas bien, puis on ne maîtrise peut-être pas encore toutes les modes de rééducation qu'on peut faire au niveau du cerveau. Donc, globalement, il y a quand même un hémisphère gauche, un hémisphère droit, donc à partir de la ligne des yeux, en gros, la moitié de mon corps à droite et l'ordre, l'information du mouvement, on va dire, va venir de l'hémisphère gauche. Et inversement, la moitié gauche de mon corps va venir, l'information va venir de l'hémisphère droit. Si j'adapte ça par rapport à la façon dont on travaille, nous, on retrouve ça dans l'énergétique chinoise également, enfin les pratiques énergétiques souvent, sauf chez Michel Odouli, il intervertit, peu compris. Cerveau droit, c'est le yin, cerveau gauche, c'est le yang, cerveau gauche, rationalité, logique, cerveau yin, intuition, créativité. Vous retrouvez ça dans le Tisélia 6 concernant le 6e chakra. Il y a une phrase qui dit « J'équilibre ma rationalité et ma logique avec ma créativité et mon intuition. Mon cerveau gauche avec mon cerveau droit. J'utilise les deux capacités, voilà, les capacités de mes deux hémisphères. » Et puis la dernière zone, eh bien, c'est mon néocortex, mon préfrontal. Alors le préfrontal, donc la structure du cerveau, c'est un cerveau humain, c'est mature vers l'âge de 20-22 ans. Ce n'est que vers cet âge-là que le cerveau est totalement abouti, qu'il y a tout au niveau de, je sais pas quoi, myéline, machin, tout ça. Par exemple, je me souviens, je ne sais plus la raison, je crois que c'est du fait de la myéline notamment, le système de la myéline, je crois, hein, je ne me souviens plus bien. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a des compréhensions qui ne peuvent pas être, ne peuvent pas être possibles, limite, pour un enfant. Notamment la règle du complément d'objet direct placé avant le verbe, ça s'accorde ou pas. C'est pas la peine d'apprendre ça à un enfant de moins de 12 ans parce qu'au niveau de sa structure cérébrale, il n'a pas la zone, il manque des capacités pour le comprendre. Il est con, c'est juste que c'est pas fini, il n'est pas fini. Et c'est pas la peine non plus de demander à un jeune, un ado ou un jeune adulte de moins de 20-22 ans de prendre certaines décisions dans sa vie parce que son néocortex, son préfrontal plutôt préfrontal n'est pas abouti totalement et c'est lui le cerveau de la prise de décision, la capacité à faire des choix, à prendre des décisions. Donc quelque part, demander à des ados qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Allez, il faut choisir une formation, allez, le Parcoursup c'est ouvert, allez, c'est maintenant, vas-y. Ouais, il va peut-être faire un choix, mais c'est quel choix? Il n'y a pas toutes les capacités encore cognitives, même s'il peut être hyper intelligent. Hein. On aurait du mal à suivre un cours peut-être de mathématiques, sans doute d'ailleurs, de terminale scientifique. Capacité, les jeunes, on n'en a plus. Hein. Mais n'empêche que la capacité à prendre des décisions, c'est un autre niveau. C'est le cerveau le plus humain, le néocortex, le préfrontal, c'est le cerveau de l'humanité la plus aboutie, la plus fine. Le cerveau du discernement, de la décision, de l'humanisme. C'est le cerveau de mature. Ça prend le temps. Donc là, on va surtout s'intéresser au processus de stress, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc le stress, je vous en ai un peu parlé avant-hier déjà, mais je vais revenir dessus. Il y a... Alors, il faut que je retrouve, j'ai plein de machins là partout, évidemment. Ouais, on a... Donc je vous ai dit, et je vais vous le redire, la définition du stress. Donc le mot stress, a priori,
Ça vient de l'anglais, donc ça vient de l'anglais, c'est pas a priori, ça vient de l'anglais, ça veut dire tension. Et ce mot anglais vient lui-même du latin stringere, stressus, qui veut dire serré. En vieux français, stress, ça signifie étroitesse et oppression. Donc ça existait déjà en vieux français, ce mot-là, visiblement. Et on peut le comparer, donc ce mot-là, on peut comparer le ressenti dans le corps, le ressenti qu'on a dans le corps en état de stress. On va avoir parfois la gorge serrée, un nœud à l'estomac, une sensation d'être oppressé. Donc c'est Hans Selye qui était médecin canadien, en 82, qui est l'un des premiers chercheurs à s'intéresser à ce processus de stress et aux phénomènes physiologiques et psychologiques d'un organisme confronté à une agression extérieure. Puisque, comme je vous l'ai dit, le stress, la définition, c'est l'ensemble des réactions physiques et physiologiques dans le corps pour faire face à un facteur d'agression extérieure, réel ou imaginaire. Et comme je vous l'ai expliqué, le mot, c'est le mot réaction, et ce mot est intéressant parce que le re en français, c'est la notion de répétition. Les réactions, elles viennent de notre cerveau émotionnel, notre limbique. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du gros serpent derrière moi. Je me retourne, je vois un gros serpent que je n'attendais pas, je vais faire un bond. C'est une réaction. Je vais me lever, je vais réagir. Je ne vais pas agir. À ce moment-là, je n'ai peut-être même pas capté que c'était un serpent. Tiens. Parce que mon cerveau limbique est hyper rapide. Mais mes cerveaux limbiques et reptiliens sont hyper rapides. Alors, le limbique est ultra rapide. Je vous donnerai un exemple juste après, si je n'oublie pas. Exemple de neurosciences sur la capacité du limbique par rapport au cortex. Le cortex, c'est un cerveau hyper long. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être le cerveau de stress. Le cerveau de stress, c'est le cerveau limbique. C'est un truc automatique, toujours en veille, qui fonctionne tout seul et qui scanne en permanence qu'est-ce qu'il y a autour. Les réactions, elles sont en lien avec les émotions. Mes émotions vont enclencher une réaction. Je ne maîtrise pas la réaction. L'action, elle est purement délibérée, c'est une action de mon cortex ou de mon préfrontal. Ça vient de mes cerveaux de conscience, de décision, d'analyse, de libre arbitre entre guillemets. Par rapport au jeu de la transformation hier, quand je disais dans un des bouquins, ils disent qu'on utilise notre libre arbitre à moins de 10%, parce que bien souvent dans notre vie, c'est le limbique qui a la main. On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il y a des réactions. Il y a des réactions et aussi il y a des espèces de pensées automatiques et tout un tas de croyances que même pas on s'en rend compte que c'est de la croyance en fait. Ça nous semble être du bon sens. Parfois le bon sens c'est pas du bon sens. Parfois c'est du bon sens puis parfois c'est juste de la croyance. On a appris ça, c'est inculqué. Première phase, alors comment ça se passe le processus d'alerte ? Donc le limbique est connecté à l'ensemble des organes sensoriels, bien sûr, et extrasensoriels. Dans les organes des sens, il ne faut jamais oublier le kinesthésique. On oublie souvent. Si je mets la main là, je sens. Je peux sentir. On sent parfois une présence dans le dos. Il y a quelqu'un. Même si on n'entend pas, on va sentir. Bon, ça fait partie des organes des sens aussi. Puis, information extrasensorielle, vous l'avez compris dans la façon dont on travaille, il y a un champ informationnel et il y a des parts de nous qui captent ces informations. Ça, on abordera ça quand on parlera de la notion de conscience. On verra ça plus tard dans une autre chose. Ce sera un autre exposé entre guillemets. Mais ça fait partie du champ de perception et d'information. Le limbique, c'est l'interface entre le monde extérieur et mon monde intérieur, quelque part, moi. C'est comme un gros Google. Il scanne en permanence. Il a des informations, et ces informations, il les associe très rapidement, et il regarde si c'est bien ou pas, si c'est positif ou pas. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que je devais parler d'un truc, j'ai déjà oublié ce que c'était. Super. Je ne me souviens même plus à quoi c'était. Bref. Par rapport à la vitesse de réaction du limbique, je crois. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je vais en parler tout de suite. Non, d'abord, après. Tu gardes ça dans ta tête. Tu n'oublies surtout pas. Donc,
je vais vous donner un exemple. Une personne, un jour, se balade dans la rue. Elle est sur le trottoir, et puis il y a des travaux d'un immeuble, donc il faut qu'elle passe à côté d'un échafaudage. Elle est obligée de se retrouver un peu au bord du trottoir. À ce moment-là, il y a un chat qui saute de la fenêtre du rez-de-chaussée devant elle. Au moment où passe une voiture, une Ferrari rouge qui pile pour pas écraser le chat noir. Et pendant ce temps-là, elle, ça lui fait faire un bond et elle tape dans l'échafaudage, elle prend un seau de peinture sur les pompes et celui qui la blesse, par exemple, sur la jambe, cette personne-là. Bon, eh ben, on peut supposer, il est possible que 10 ans après, si elle repasse sur un trottoir, avec un échafaudage, au moment où passe une voiture rouge et un chat roux, même si le chat il n'est pas noir et que la voiture n'est pas une Ferrari, mais il y a 3 ingrédients qui sont mémorisés comme étant potentiellement du danger. Elle va avoir peut-être une émotion. Peut-être elle va même dire, moi je ne peux pas passer là. Il faut que je change de trottoir. Et il y a tout un tas de trucs que vous pouvez observer chez vous, peut-être même chez vous-même dans le fonctionnement où ah ouais non, moi je ne peux pas m'asseoir avec une porte ouverte dans mon dos. Ou tout un tas de choses, parce que là je vous parle d'un événement qui s'est passé dans sa vie, mais quand on parlera d'épigénétique, je vous parlerai d'événements qui ne sont pas passés dans votre vie, mais pourtant vous avez gardé la mémoire. Ça on y reviendra. Pour l'instant on reste dans nos vies. Mais tout ça pour dire que mon cerveau limbique, son boulot c'est de me protéger. La dernière fois que je suis passée près d'un échafaudage avec une bagnole rouge et un chat, ça m'a pas réussi du tout. J'ai failli me faire tuer par le pot de peinture. Un peu plus, je prenais sur la tête et j'étais morte. Donc maintenant, quand on voit un échafaudage et qu'il y a des bagnoles qui circulent et potentiellement rouges, voire qu'il y a des chats, et même parfois j'ai juste besoin de l'échafaudage ou du chat, ou de l'échafaudage ou de la bagnole, je vais changer de trottoir. Et je peux avoir une espèce d'émotion, une espèce de... un truc qui remonte du ventre, une sensation, un truc comme ça. Ça nous fait ça aussi, je sais pas si... peut-être vous l'avez vécu, quand vous avez eu, on va dire par exemple une relation, un ex, une ex, puis alors ça s'est mal terminé, puis alors vous voulez surtout pas le retrouver, le recroiser dans votre vie. Surtout pas. C'est vraiment la personne que vous n'avez pas envie de recroiser. Et puis, en vous baladant en ville, vous voyez quelqu'un de loin, vous avez l'impression de le reconnaître. Et avant même que vous, ou de la reconnaître, avant même que vous intellectualisiez, que vous avez l'impression de reconnaître un tel, vous avez eu un coup au cœur. Ça vous est jamais arrivé, ça? Un truc comme ça. On vous donne un ex ou une ex, peu importe. Ou ça peut être avec la gendarmerie, vous êtes en voiture, puis là vous voyez une voiture de flic, vous n'allez rien faire, mais un truc comme ça. Réaction de stress. Ça passe, c'est rapide, mais il y a un truc qui se passe avant. Avant même que le cerveau, parfois cortex, l'intègre. Et c'est là que je veux placer mon anecdote sur les neurosciences. Ils ont fait des expériences, ils ont branché des gens avec des trucs, là, des électrodes, et puis ils leur passent une petite séquence de film sur un écran. Et dans cette séquence de film, alors c'est un petit film sympa et tout, et puis ils vont glisser des images subliminales hyper trash, anxiogènes. Et après la petite séquence de film, ils demandent aux gens, alors ça vous a plu, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Alors les gens, ouais, c'était vachement sympa cette histoire de truc, et tout est fleurs bleues, c'est magnifique, bisounours quoi. Et eux, les neuroscientifiques, là, ils ont enregistré les trucs du cerveau, ils s'aperçoivent qu'au moment où il y a l'image subliminale qui passe, il y a un pic de stress qui passe dans le cerveau. C'est-à-dire que le limbique, lui, il a parfaitement capté le truc. Je ne l'ai pas capté au niveau de mon cortex, ça ne va pas passer dans mes zones de décodage, mais c'est passé au niveau... Alors ça peut être le limbique, mais on sait aussi que c'est au niveau du cœur. Nous avons des neurones dans le cœur. Et le cœur, ces neurones-là captent des choses alors encore plus incroyables. Et là, rien qu'au niveau du cerveau, quand ils mettent leurs électrodes, leurs machins là, ils voient la réaction de stress. Incroyable. Ça veut dire qu'on peut être soumis à des stress sans même avoir conscience d'eux.
C'est pour ça, parfois, quand vous verrez, on va travailler parfois en récession d'âge. Donc on amène des gens, on revient dans une espèce de temps, enfin dans le temps, on ouvre le dossier, par exemple 17 ans, on dit à la personne qu'est-ce qu'il y a eu un truc dans votre vie à 17 ans, bon, non. Parfois même je reviens sur un jour précis, ça m'est arrivé, on va revenir au 14 novembre 2012. Je ne me souviens pas, 14 novembre 2012. Ah non, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu... Parfois ça peut, ah oui c'était l'enterrement de mon grand-père, ça peut. Parfois il n'y a rien du tout. C'est rien passé, ouais, pour ton cortex, c'est rien passé. T'as rien vu, mais pas pour ton limbique. Lui, il a capté un truc. Et lui, il t'a balancé un signal de stress. Et toi, tu n'as pas compris. T'as pas réagi. T'as eu un truc comme ça, mais t'as pas changé ton contexte. Et puis, si on est amené à faire une récession d'âge, ça veut dire qu'au temps présent, c'est comme si pour mon cerveau limbique, il y avait toujours quelque chose qui était en lien. À cette époque-là, déjà, tu n'as pas réagi. Et là encore, tu réagis pas. Qu'est-ce que tu fous? Parce que je vois pas le danger, je comprends pas. C'est quoi? Il n'y a pas rien dans ma vie. Pourtant, je dors mal, je grossis, je digère pas bien. Tout un tas de manifestations diverses et variées. Je comprends pas pourquoi. Ça s'appelle la psychosomatique. 3 phases dans le système de stress. La première, donc Anseli va identifier 3 phases au processus de stress. 1, c'est l'alerte, l'alarme. L'organisme déclenche une réaction de lutte ou de fuite grâce au système nerveux orthosympathique, c'est-à-dire les glandes endocrines qui libèrent des hormones permettant la mise en action. Adrénaline, cortisol, cortisone notamment. Tu peux répéter s'il te plaît? Ouais. De toute façon, je vais essayer de les scanner ou de les remettre sur mon drive. Hein, ça. Je vais vous mettre sur le drive les trucs, vous comprendrez peut-être pas tout parce que moi c'est hyper synthétisé, mais ça vous donnera quand même des bases. Donc première étape, c'est l'alerte. Et de toute façon, là je suis en train d'enregistrer, vous allez avoir le truc sur le drive. Hein. Donc alarme, alerte, la première étape. L'organisme déclenche une réaction de lutte ou de fuite grâce au système nerveux orthosympathique. Alors oui, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. Au niveau du système du cerveau reptilien. Le système nerveux central, il pilote le système nerveux orthosympathique, parasympathique. C'est là que ça se trouve. Parasympathique, c'est la digestion, le repos, la récupération d'énergie. Parasympathique, je me repose, j'accumule de l'énergie. Orthosympathique, l'action, je dépense de l'énergie. Ce sont 2 systèmes nerveux, donc c'est vraiment un pilotage binaire dans mon corps. Ça ne peut pas fonctionner en même temps. Ma lampe, elle ne peut pas être en même temps éteinte et allumée. Soit elle est allumée, soit elle est éteinte. Allumée, orthosympathique, éteinte, parasympathique. Je ne peux pas faire du sport après le réfectoire. Je digère. Je ne peux pas en même temps digérer et courir. Je peux pas. Alors il va falloir que je coupe la digestion ou alors je vais courir. Normalement je fais la sieste à ce moment-là. Je digère, donc je fais la sieste. Ça c'est un truc du cerveau. Ce qui est intéressant par rapport aux apprentissages et à comprendre. Ben oui. Donc, phase d'alerte, stress, on va basculer sur le système nerveux orthosympathique tout de suite. Pourquoi? Parce que les premières réactions de stress, regardez les animaux, observation, et un fragment de seconde, je trace ma route, fuite. Et bien pour pouvoir fuir, pour pouvoir courir, il va falloir que mon système nerveux, il modifie des trucs dans mon corps. J'étais en train de digérer mon pain au chocolat. Ok, on coupe la digestion. On va bloquer le système d'alimentation en énergie de l'estomac, modifier l'afflux sanguin, l'afflux lymphatique, balancer des hormones de stress, maximum d'oxygène et d'énergie dans les poumons, le cœur, les quadriceps, les grands muscles longs striés pour la course ou la lutte. Parce que mon petit chevreuil,
S'il peut pas, ou mon cerf, la chasse à court par exemple, hein, le cerf il court, normal, il va courir. Purée, il y a les chiens qui arrivent là, il peut plus, il est bloqué. Vous croyez qu'il va se laisser bouffer comme ça? Ah, il va se défendre, et puis un cerf ça se défend bien. On change de stratégie, mais j'ai toujours de l'énergie. J'ai été vachement épuisée parce qu'ils m'ont épuisée à la course, parce qu'un cerf, c'est extrêmement puissant. C'est classé chez les... Non, c'est les taureaux qui sont classés chez les fauves, hein, presque. Mais le cerf, c'est un animal hyper puissant. Très impressionnant. Donc il faut l'épuiser avant de le prendre de face. Hein. Mais il va se battre, hein. Il va vous latter des chiens, il va les lacérer. Hein. Les chiens, ils prennent des risques aussi, hein. Les chevaux aussi. Il va se défendre, il va défendre chèrement sa peau. Bah, moi aussi, je vais faire pareil. Normalement. Ça, c'est la meilleure option, fuite et lutte. Si j'ai bien toute mon énergie. Et normalement, fuite et lutte, ça devrait être réglé très rapidement. Soit je mets loin mon prédateur et le danger, soit je suis mort. Hein, ça va être vite vu. Donc normalement, la fuite et la lutte, c'est pas pour longtemps. Je peux pas courir longtemps. Enfin, nous, il paraît que les humains, on est vraiment les êtres qui peuvent courir le plus longtemps possible. Bon, nous, on est complètement dégénérés, donc on ne peut plus. Mais nos ancêtres, ils passaient leur vie à courir. Hein, ils couraient tout le temps. Hein. Il y avait des puisseaux comme ça, boum, boum, boum. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à tuer leur proie. Ils ne lâchaient pas. Hein. Ils couraient longtemps. Donc ça, on comprend donc que le processus de stress est en lien avec le système nerveux orthosympathique, le système d'alerte. Là, je donne un exemple préhistorique de la nature, simple. Qu'est-ce qui peut il y a un danger, il faut que je cours. Je me mets à l'abri du danger, il n'y a plus de danger, ou alors je suis mort. Problème réglé. Hein. Mais nous, dans nos sociétés, c'est vachement plus compliqué. Nous, on est dans un truc complètement hors sol. Donc on est confronté à des choses beaucoup plus complexes. Je vais avoir des trucs après. Donc deuxième phase d'alarme, c'est la résistance. L'agent perturbateur devient persistant. Ouais, on n'est plus dans la nature, là. On est dans notre société pourrie. Pourrie par rapport à ce genre de situation. Ce qu'on a créé dans notre monde. L'organisme doit s'adapter. La fuite ou la lutte, elle est devenue impossible. Ah ouais, il faut que j'aille travailler à l'usine ou dans le bureau ou au bureau ou peu importe ce que je fais comme boulot. Combien de gens font des boulots qu'ils n'aiment pas? Juste parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et je suis contente d'avoir ce travail. Purée, j'ai une place dans la société et je gagne ma vie. Au début, je suis hyper content. Et puis si l'ambiance elle est naze, parce qu'on peut faire n'importe quel boulot peut être super. Je peux vendre des tranches de jambon et ça peut être génial. Parce que je vois des gens, je discute, j'échange.